Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Politique et Économie. Aujourd'hui en compagnie du président de l'UPR, François Asselineau. Bonjour monsieur. Bonjour. Aujourd'hui, un numéro de politique et économie un petit peu spécial. Nous aurons une première partie dédiée à la politique internationale, économique et politique. Et vous pourrez retrouver la deuxième partie en cliquant sur le lien en bas de cette vidéo. Une deuxième partie qui sera consacrée un petit peu aux questions qui fâchent. François Asselineau, les questions liées au pass sanitaire, à la vaccination, à la politique gouvernementale sécuritaire actuelle. Commençons donc, François Asselineau, si vous le voulez bien, par évoquer la politique internationale avec la reprise de la capitale afghane par les talibans. Les Américains ont quitté Kaboul aujourd'hui. Nous enregistrons cette vidéo le mardi 31 août. De quoi cet échec est-il révélateur ? Je crois que c'est révélateur de, si j'allais dire, prendre la plus haute hauteur de vue, un peu de l'effondrement civilisationnel de l'Occident. L'Occident est mené par un pays, les États-Unis d'Amérique, qui sont en pleine décadence, décadence intellectuelle, morale, civilisationnelle, et qui... il y a une chose qu'on ne peut pas comprendre, c'est que les Américains ont entraîné dans le piège afghan en 1979 les Soviétiques. Ça a mené au désastre, à l'enlisement des Soviétiques en Afghanistan comme pour le Vietnam, pour les États-Unis. Et ça n'a pas pesé pour rien dans l'explosion de l'URSS et du camp socialiste. Il y a eu d'autres choses. Mais la défaite afghane a pesé de tout son poids. Et très curieusement, ça c'était en 79, 20 ans après, les Américains tombent à pieds joints dans le même piège et attirent à eux les pays de l'OTAN dans un pays, l'Afghanistan, qui n'a rien à voir avec l'Atlantique Nord. Je dis ça parce que l'OTAN, c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Et les Américains interviennent là-dedans suite aux attentats du 11 septembre 2001. Ils vont y rester 20 ans. L'Occident dépense 1400 milliards de dollars. Et pourquoi? Pour rien, pour une débâcle, comme on le voit. Alors, la chose la plus extraordinaire, c'est la façon, en queue de poisson, dont ça se termine. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les Américains sont les champions du monde des conflits qui se terminent en queue de poisson. Ça rappelle quand même furieusement le Vietnam, le Cambodge, le Vietnam. Oui. C'est quand même très étrange. Il y a eu une rencontre entre Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, et son homologue taliban, le Mollah Baradar, qui a eu lieu à Doha, capitale du Qatar, le 29 février, c'est une date facile à retenir, le 29 février 2020, où il a été convenu que les Américains allaient se retirer. Soit dit en passant, les Américains ont décidé ça sans en parler, en mettant leurs alliés de l'OTAN, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, la France, etc., devant le fait accompli. C'était le 29 février 2020, on ne rêve pas, on est au mois d'août 2021, c'est-à-dire qu'en un an et demi, ils n'ont pas organisé une retraite en bon ordre. C'est incroyable. Mais pourquoi les Américains ont-ils baissé les bras dans ce théâtre d'opération-là ? Je pense que parce que fondamentalement, vous savez, l'Afghanistan est appelé le cimetière ou le tombeau des empires, que les Afghans... Alors j'ai fait une vidéo spéciale, je renvoie les personnes qui sont intéressées sur notre site UPR, j'ai fait une vidéo de 45 minutes pour expliquer en détail ce que c'est que l'Afghanistan. C'est un pays qui, depuis des siècles et des siècles, ce sont des gens qui sont des montagnards extraordinairement jaloux de leur indépendance et avec d'ailleurs des tribus qui se bouffent le nez entre les Hazaras chiites, les Pashtuns, etc. Les Pashtuns étant d'ailleurs à mi-chemin, en partie en Afghanistan, en partie au Pakistan, du fait d'une ligne, la ligne Durand qui a été tracée en 1893 par les Britanniques et qui divise un peuple en deux. C'est un peu comme l'affaire du Kurdistan, si vous voulez, c'est un foyer de purulence. Les Afghans ont une tradition de combattants et d'indépendance nationale. Les Afghans ont battu l'empire moghol. Ils ont battu l'empire, à partir du moment où l'Afghanistan a été créé en 1747, les Afghans ont battu l'empire moghol, ils ont battu les Britanniques qui avaient mis la main sur l'empire moghol, ils ont battu l'empire russe, après ça ils ont battu l'empire soviétique et maintenant ils viennent de battre l'empire américain et l'OTAN. Parce que tout simplement nous avons affaire à des gens, ils sont au milieu de leur montagne, les gens sont extrêmement... ne veulent pas d'interférence étrangère et ils ont une tradition de combattants. C'est un peu comme les Tchétchènes, si vous voulez. Donc le résultat de tout ça, c'est une débandade générale. Et pourquoi les Américains sont-ils partis? Parce que ça coûtait des sommes fabuleuses,
qui en fait ont servi... Ils savaient à l'avance que ça allait coûter des sommes fabuleuses. Mais écoutez, je ne sais pas. Quant à nos 90 soldats malheureux morts sur le territoire ce qui me afghan, fait mal, ce qui me fait de la peine... Ils sont morts pour rien, ces soldats. Ce qui me fait de la peine, c'est qu'on dise qu'ils sont morts pour la France. Oui, ils sont morts pour la France, on doit les honorer, mais ils ont été entraînés dans un conflit où on n'aurait jamais dû aller. Ils sont morts pour l'OTAN, quoi. Ils sont morts pour l'OTAN. Voilà, et même pas pour l'OTAN, ils sont morts pour en fait enrichir les marchands de canons. Vous vous rendez compte qu'en 20 ans, les Américains ont dépensé 1218 milliards de dollars. Nous, on a mis 3,5 milliards. C'est beaucoup moins, mais ça reste très important pour notre budget. Avec ces 1218 milliards de dollars, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Américains? Ils n'ont acheté que du matériel militaire, en gros, et puis financer les troupes. Il n'y a eu aucun projet de développement, aucun projet de... L'Afghanistan, c'est sur un tas de lithium, qui est une matière première essentielle pour le XXIe siècle. Rien n'a été fait pour développer ce truc-là. Et puis, on ne se rend pas sympathique aux yeux d'un peuple en le bombardant, si vous voulez. Apporter la démocratie occidentale en bombardant les peuples, ça ne marche pas. Et là, on apprend qu'Emmanuel Macron va réengager une action en Irak. Écoutez, M. Macron, vous savez ce que j'en pense. Il dit n'importe quoi. Il a dit hier que la France allait... allait rebâtir l'Irak, ce qui est d'ailleurs d'autant plus incroyable que la France n'est pas intervenue en Irak. Justement, grâce à Chirac, pour le coup, la France n'était pas intervenue en Irak. Donc là, il va en Irak, il va dans le nord de l'Irak, au Kurdistan, enfin comme s'il n'avait pas d'autre chat à fouetter compte tenu de la situation en France, et il dit que la France va rebâtir l'Irak. Mais la France va rebâtir l'Irak. Est-ce que M. Macron se rend compte que notre pays, c'est une débandade générale? Nous avons un réseau ferroviaire qui est dans une situation catastrophique. Le Sénat a montré qu'il manque chaque année plusieurs centaines de millions d'euros pour simplement entretenir les routes nationales, entretenir nos ponts et nos tunnels qui risquent de s'effondrer à tout moment, comme ça a eu lieu, ou comme ça a eu lieu également en Italie, vous vous rappelez, avec les morts qu'il y a eu. Nous avons un système hospitalier qui est en déroute, et M. Macron va dépenser son argent pour aller financer l'Irak. On croit rêver, enfin, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais je voudrais terminer quand même sur l'affaire, c'est que les Américains partent d'un seul coup dans une précipitation qui est à peine croyable et qu'ils ont laissé aux talibans, je ne sais plus combien, 45 hélicoptères d'une sorte, 50 hélicoptères d'une autre. Il y a 4 Hercule C-130, des avions, des munitions comme s'il en pleuvait, 16 000 systèmes de lunettes à infrarouge pour voir la nuit, tout le système également de repérage biométrique des Afghans. Enfin, ils ont tout laissé. Cadeau d'adieu. Un cadeau d'adieu, mais c'est incroyable. Alors, il faut faire attention à une chose aussi, c'est qu'il y a eu un attentat très grave, mais qui n'a pas été fait par les talibans. Parce qu'en fait, là-dedans, voilà, il y a un jeu de dupes. En réalité, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'il y a une entente entre les Américains et les talibans. Et peut-être, j'en sais rien, mais vous savez, on est dans un monde tellement fou, peut-être que les Américains ont dit, vous inquiétez pas, on va vous laisser tout un arsenal militaire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les talibans et Daesh, l'État islamique, c'est pas du tout la même chose. Et qui se bouffent le nez. Donc peut-être dans les calculs de la Maison-Blanche et du département d'État, se sont-ils dit, on va se retirer sur la pointe des pieds. Les talibans, on a passé des accords avec eux. Il faut voir qu'il y a derrière les talibans aussi. Il y a l'émir du Qatar, qui a non seulement énormément d'argent, mais qui a de l'influence. Et il a pu y avoir des missi dominici qui ont expliqué aux talibans qu'il ne fallait pas se comporter comme en 79, 90. Il ne fallait pas jouer le retour au califat des premiers temps, qu'il valait mieux avancer masqué et essayer de bâtir un État qui soit un petit peu sur le modèle, j'allais dire, iranien, de telle sorte pour une espèce de renversement d'alliance et pour utiliser peut-être les talibans contre Daesh. C'est une hypothèse. Revenons, François Asselineau, en France et à la situation politicienne. On assiste ces dernières heures, ces derniers jours à la mise en place de ces fameuses primaires, notamment à droite et au centre, avec une Valérie Pécresse d'un côté, un Xavier Bertrand de l'autre. Qu'est-ce que ça vous évoque tout ça? Et élevé aussi. Alors, il y a une chose que je voudrais dire, la toute première, à toutes les personnes qui m'écoutent, c'est réfléchissez un instant que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut avoir 500 parrainages. Et je peux vous dire, par expérience vécue, que ça n'est pas facile d'avoir 500 parrainages.
Il y aura parmi les personnes que vous avez citées, de toute façon, il n'y en a qu'un seul qui aura les parrainages. Il y a des personnalités connues actuellement que l'on considère comme candidates naturelles qui vont avoir des difficultés à avoir les parrainages. Je ne vais pas vous donner des noms, mais aussi j'en donnerai un, par exemple, parce qu'il l'a laissé entendre lui-même, M. Mélenchon, c'est pas sûr qu'il les ait. Parce que auparavant, c'était les militants du Parti communiste français qui les lui fournissaient. Là, vous avez vu que le Parti communiste présente M. Fabien Roussel. Donc M. Mélenchon a du souci à se faire sur ses parrainages. Je ne parle pas d'autres personnalités, parce qu'il en sort comme les champignons après la pluie. Non, mais enfin, une formation comme les Républicains n'ont aucun mal à... C'est vrai, mais je disais ça de façon plus large. Parce qu'on donne la parole beaucoup à des personnes qui disent « je suis candidat ». Il faudrait vérifier un petit peu les moyens qu'ils se sont donnés. Moi, quand j'ai dit que j'étais candidat, je peux dire ici devant tout le monde que ça fait depuis la fin 2019 que l'on cherche des parrainages, que l'on va voir les maires. Donc c'est du sérieux, c'est du solide. Il y a des militants très sérieux, très solides, également au Parti communiste français ou à Lutte ouvrière. Voilà. Pourquoi Lutte ouvrière, ils ont toujours un candidat? Parce qu'ils vont. En revanche, vous avez des gens qui sont extrêmement médiatisés et qui disent « je vais être candidat », mais sauf qu'ils n'ont pas les moyens ni le temps d'aller voir les maires. J'ajoute que vous savez qu'il y a 44 000 personnes en France qui détiennent le pouvoir de parrainage, que sur ces 44 000, il y en a en fait en 2017 les 2/3 qui ne veulent plus parrainer. Par opposition à Paris, parce qu'on les maires, on leur retire les dotations globales de fonctionnement, parce qu'ils ont leur nom maintenant est publié et qu'ils n'ont pas envie d'être mis à la vindicte publique, suite notamment à l'affaire de Jean-Marie Le Pen et du deuxième tour de 2002. Il y a énormément de maires depuis lors qui ne veulent plus parrainer. J'ajoute également que les maires peuvent parrainer, mais ils ne peuvent parrainer qu'une seule personne. Et ils peuvent en parrainer 0. C'est pour ça que c'est de plus en plus difficile. Alors maintenant, sur les primaires, je trouve quelque chose... Il y a une injustice folle dans la façon dont se présentent ces élections. Vous avez matin, midi et soir, 24 heures sur 24, il est question, par exemple, de EELV, enfin ça c'est terminé, mais ça nous a pris quand même une bonne quinzaine de jours, et maintenant des Républicains. Or, on sait très bien qu'il n'y aura pas comme candidat à la fois M. Bertrand, Mme Pécresse, M. Barnier, M. Ciotti, M. Père qui vient de sortir d'un chapeau, etc. Mais tous les jours, ils ont une couverture médiatique qui est absolument ahurissante. Quand je vois, pas besoin de faire un dessin quand j'évoque ma personne et mon parti, nous n'avons droit à rien. Jamais, c'est 0 heure, 0 minute. Donc déjà, on voit comment il y a une répartition des rôles. Je trouve personnellement que si on devait continuer avec ce système de parrainage, il faudrait que les parrainages soient remis 6 mois avant le premier tour, par exemple. Ça veut dire, par exemple, au mois d'octobre. Voilà. Il faudrait qu'au mois d'octobre, tout le monde, les candidats puissent présenter. Et à partir du mois d'octobre, là, les médias pourraient interroger en effet les vrais candidats. Parce que avec sinon, un contrôle du CSA, mais le CSA, voilà. On sait qu'il le président est nommé par le chef voilà. de l'État. Donc le CSA ne fait rien, mais en plus de ça, on va donner la parole. Moi, je l'avais vu en 2017. Moi, je n'étais jamais médiatisé, jamais. En revanche, on donnait la parole à des gens, je me rappelle Alexandre Jardin qui était là, qui avait eu le général Tauzin, il y avait eu des gens, Madame Ramayad, tout ça, toutes ces personnes qui avaient dit qu'elles seraient candidates, elles avaient une couverture médiatique très supérieure à la mienne. En définitive, ils ne l'ont pas eu. Voilà. Alors, s'agissant maintenant, un dernier mot sur les Républicains. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je suis affligé. Non, c'est vrai. Je suis affligé de voir les mots qui tombent sur la France. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui même, il y a une tribune dans la tribune, justement, dans le journal économique, d'un comité d'experts militaires qui s'appelle Vauban, qui attire l'attention des lecteurs sur le désastre qui est en cours en ce moment pour notre industrie de défense nationale. Sous les contraintes venues de l'Union européenne, qui a décidé d'imposer les 35 heures, si j'ose dire, aux soldats. Vous avez vu ça. Les contraintes allemandes. L'Allemagne a refusé, par exemple, à acheter des avions de reconnaissance maritime américains, au moment même où on essaie de faire des avions avec eux. Les Allemands nous envoient gifle sur gifle en matière de coopération militaire. Sous les contraintes également de certaines ONG vertes, etc., eh bien la France, le gouvernement français est en train de laisser détruire l'industrie militaire française. Et moi, ce que je vois, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Bon. Oui, mais que dit, face à ça,
Que disent les candidats? Que dit Mme Pécresse, M. Bertrand, M. Barnier, que dit M. même Mélenchon, que dit Mme Le Pen, qui disent quoi? Ils veulent tous rester dans l'Union européenne qui est en train de nous détruire. Mais jusqu'à quand ça va durer? Ils veulent peut-être l'Europe de la défense. Vous savez ce que disent les Chinois? C'est dormir toute sa vie que de croire à ses rêves. On ne peut pas dire les personnes, les téléspectateurs de TV Liberté qui vous sont fidèles, qui sont, je pense, qui réfléchissent plus que la moyenne des Français en matière politique pour venir sur TV Liberté, c'est qu'il faut quand même s'intéresser vraiment à la politique et réfléchir. Ils peuvent témoigner, je pense, que je dis toujours la même chose, je fais toujours le même diagnostic depuis des années, et que ce diagnostic, non seulement est exact, mais il s'aggrave d'année en année. Avant de continuer vers cette deuxième partie, j'aimerais qu'on évoque aussi les conséquences économiques du pass sanitaire. L'INSEE, en juillet dernier, avait tablé sur une croissance à 6% pour 2021. On voit que ce pass sanitaire a un effet absolument déplorable sur les commerces, mais le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, affirme que ce pass ne ralentit ni l'emploi, ni la croissance, ni l'investissement, et que la fréquentation des bars et restaurants a même augmenté. Que demande le peuple? On est, je dis, vous savez, j'ai 63 ans, j'ai quand même de la bouteille. Je crois que je n'ai jamais vu la France dans un tel état de dictature larvée et de propagande. C'est la propagande Staffel, matin, midi et soir. On nous raconte le contraire exact de la réalité. On nous avait tablé effectivement sur 6% de croissance. Personne n'a beaucoup parlé de la croissance au deuxième trimestre de cette année, qui a atteint plus 0,9%. C'est-à-dire qu'on a eu un effondrement en 2020 de la croissance avec le confinement, un effondrement d'éléphants, et on a un sursaut de puces. On a perdu moins 10 et on gagne plus 0,9. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors peut-être que les mois qui viennent vont s'améliorer, mais on ne sait pas. Monsieur le maire, puisque vous parlez de lui, il y a 3 jours, nous explique en effet que tout va bien et que la consommation a augmenté de plus 5%. Je ne sais pas où il a vu ça. Manque de chance. 3 jours après, l'INSEE, qui dépend du ministre des Finances, mais qui est un organisme public indépendant, l'INSEE a publié un chiffrage de la croissance en juillet, moins 2,2. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est des batailles de chiffonniers. Alors, on peut s'envoyer à la tête. En réalité, le gouvernement utilise un truc qui est vieux comme Hérode, c'est-à-dire la méthode Coué. C'est cette fameuse parole, paraît-il, apocryphe prêtée à Churchill qui consistait à dire « Je ne crois que les seules statistiques dans lesquelles je crois sont celles que j'ai trafiquées moi-même ». On ne sait pas, mais tout le monde a bien le sentiment. Il y a des études sur le moral des ménages qui ont été conduites. Tout le monde voit bien que la France ne va pas bien, que effectivement beaucoup de commerces ont pâti du pass sanitaire, et puis qu'il y a une espèce de grogne larvée. Et les aides aux entreprises vont bientôt prendre fin. Est-ce que vous avez peur pour la suite des événements, notamment à partir de ce mois de septembre? Oui, je pense à peur. Vous savez, j'ai rarement peur. Moi, je suis plutôt inquiet de la dérive actuelle, parce que tout est fait pour d'abord lever les Français les uns contre les autres. On n'a jamais vu quelque chose de pareil, d'une part. D'autre part, il va y avoir, comme vous le dites, à partir du 1er septembre, les sanctions professionnelles vont quand même tomber. Et moi, j'ai dans mon entourage personnel des gens qui ont eu des véritables dilemmes. Moi, j'ai une fille qui travaille à l'hôpital, elle est chirurgienne, on lui a fait comprendre que si elle n'était pas vaccinée, c'était terminé. Et donc, contrainte et forcée, elle a accepté de se faire vacciner. Je lui avais déconseillé, mais elle fait ce qu'elle veut. C'est une adulte. Mais j'en connais aussi d'autres personnes de mon entourage qui préfèrent perdre leur emploi plutôt que d'être vaccinés. Donc tout ça est malsain, tout ça va donner, à mon avis, beaucoup de rancœur. Et puis on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Parce que les informations sur les vaccins ne sont quand même pas très réjouissantes. Alors justement, ça va être l'objet de cette deuxième partie, puisque nous finissons la première partie. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous pouvez dès à présent nous retrouver pour la suite de cet entretien en cliquant sur le lien en bas de cette vidéo. On abordera, comme je l'ai rappelé, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, la vaccination, le pass sanitaire et la politique sécuritaire du gouvernement. On se retrouve donc dans un instant avec François Asselineau. À tout de suite.